invité du jour est Éric Froment. Il vient nous présenter son ouvrage Jules Ferry, cet inconnu aux éditions L'Harmattan. Il est économiste, ancien dirigeant d'entreprise, enseignant dans diverses grandes écoles. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, pourquoi avoir écrit un livre, une biographie sur Jules Ferry ? Parce que d'abord, elle est très originale, puisque d'une part, c'est la première biographie de Jules Ferry qui respecte la chronologie, et c'est tout de même très important pour comprendre un personnage, pour comprendre une époque, de suivre la chronologie. Ensuite, et surtout parce que j'ai choisi ce personnage qui me semble très représentatif de l'évolution de la France au XIXe siècle. Et comme il est né en 1832 et mort en 1893, si on veut bien s'intéresser à ses origines familiales et aux conséquences de ses actes après sa mort, eh bien, on couvre le XIXe siècle. Alors c'est un livre qui pourrait aussi ravir les étudiants en droit, puisqu'il est question beaucoup de l'évolution constitutionnelle et de l'installation de la Troisième République dans le paysage institutionnel français. Alors vous le décrivez aussi, un caractère, et ça peut étonner, parce que vous dites notamment des anecdotes. Alors c'est un personnage qui est suffisant tout en ayant une certaine grandeur. C'est un peu ça qu'on en retient. Notamment. C'est vrai, il est même arrogant, suffisant. Ça a été beaucoup dit par ses contemporains. Mais néanmoins, c'est un homme qui a le sens de l'État et qui a une certaine grandeur, en effet, puisque globalement, il y a deux personnages qui sortent un peu de l'ordinaire dans la période de pouvoir qu'il a exercée, c'est Gambetta et Jules Ferry. Comment vous le définiriez politiquement ? Comment on peut le définir même politiquement ? Si nous employons les termes d'aujourd'hui, nous disons que c'est un social-démocrate. C'est-à-dire c'est le centre-gauche que nous retrouvons aujourd'hui dans l'environnement de notre président de la République, lequel a réussi brillamment à rassembler le centre-gauche et le centre-droit, c'est-à-dire la social-démocratie qui a toujours été le squelette du Parti socialiste, mais le Parti socialiste de Mitterrand n'a jamais été socialiste en réalité. C'est pour ça que les vrais socialistes sont toujours au Parti socialiste. Et il a rassemblé aussi le centre-droit, qu'à l'époque on appelait les orléanistes, même si aujourd'hui ils sont beaucoup moins catholiques qu'ils l'étaient à l'époque, et qui représentent les milieux d'affaires de droite. Oui, il y a pas mal de parallèles qui peuvent être faits avec la vie politique contemporaine. Vous évoquez notamment justement cette question dont vous venez de parler des orléanistes et d'une impossible, un peu à un moment où vous parlez d'une hypothétique union des droites, puisqu'il y avait les bonapartistes, les légitimistes, les orléanistes qui n'arrivaient finalement pas à s'entendre et finalement, pour cause, les orléanistes étaient plus proches des milieux d'affaires de centre-gauche. Et ce centre-gauche, dont Jules Ferry, était par contre incapable, ou en tout cas n'avait aucune envie de s'allier avec ce qu'on pourrait appeler l'extrême-gauche, qui était disons, une gauche plus radicale. Ah ben, il employait le terme opposition irréductible avec l'extrême-gauche. Il traitait l'extrême-gauche de secte. Et donc, on montre par ce mot l'intolérance qu'il ressentait de la part de ces gens qui soit étaient d'ailleurs des socialistes au sens original du terme, soit ceux qu'on a appelés les radicaux avec Clémenceau, qui était pour le moins radical effectivement, et qui a été le grand opposant à Jules Ferry en réalité. Clémenceau a fait plus de mal à Jules Ferry que les orléanistes et a fortiori les légitimistes. Alors il y a un élément très intéressant également dans le livre, c'est qu'on voit un livre sur le Jules Ferry, on s'imagine qu'on va parler beaucoup de l'école, puisque c'est ce qu'il en reste aujourd'hui, en tout cas dans l'héritage de l'histoire telle qu'on peut la présenter ou telle qu'elle est connue plus largement. Mais je vais quand même vous poser la question, justement, quel héritage dans l'école d'aujourd'hui nous a été légué par Jules Ferry ? Alors c'est une très bonne question, mais à laquelle il est difficile de répondre. En tout cas, il faut répondre en deux temps. Je crois que dans un premier temps, Jules Ferry a légué une école qui était devenue théoriquement laïque et en réalité athée, mais qui avait une morale qu'on a qualifiée de divers qualificatifs, morale bourgeoise, morale encore religieuse, peu importe, mais je dirais il y avait une discipline, il y avait un respect du maître, c'était une morale aussi très patriotique à l'époque. Et aujourd'hui, je ne sais pas très bien ce qu'il en reste. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit par un admirateur de Jules Ferry, mais qui dit aussi « Ils ont tué l'école de Jules Ferry ». Parce que depuis, cette discipline a disparu, ce patriotisme a disparu, ce respect du maître et de l'instruction proprement dite a disparu. Il n'est plus resté qu'une formation, je dirais, idéologique. Idéologiquement, justement, vous dites, il y a un passage assez étonnant. Vous parlez brièvement de l'intégration de Jules Ferry dans la franc-maçonnerie. Ça tient sur une page, c'est assez court, mais vous dites
ou en tout cas ludique, qui fait entrer le positivisme dans les loges. Vous pouvez expliquer ça? Oui, je crois en effet que l'entrée de Jules Ferry dans la franc-maçonnerie est à la fois un phénomène, un événement très important et un événement qui n'en est pas un. C'est un événement très important parce que en entrant dans la loge où il a été admis, qui était la loge de la Clémente Amitié, il était en fait coopté par les gens de pouvoir. Dans cette loge de la Clémente Amitié, il y avait tout le gratin du pouvoir républicain de l'époque. Dans ce sens, si vous voulez, c'est extrêmement important. C'est moins important si on considère qu'il s'est fait un peu tirer les oreilles pour rentrer finalement dans la franc-maçonnerie, d'ailleurs il n'a jamais été un maçon très assidu. Il a quitté la loge de la Clémente Amitié pour aller dans la loge d'Alsace-Lorraine. Alors, on connaît les liens de Jules Ferry avec l'Alsace et la Lorraine, mais c'était beaucoup moins prestigieux quand même. C'était moins prestigieux, puis surtout c'était une façon de ne pas voir en loge les gens qu'il côtoyait au gouvernement, au Sénat, à la Chambre des députés, et avec lesquels il s'entendait très moyennement, il faut bien le dire. En revanche, son projet pour l'école était apprécié en loge, parce que vous avez expliqué un passage où Clémenceau ou Gambetta, je ne sais plus lequel, dit que le rôle de Jules Ferry, ce sera de réformer l'école, ou en tout cas d'apporter une réforme qui satisferait ces groupes de pouvoir. C'est Gambetta qui en effet fait une confidence à Madame Adam, Juliette Adam, en disant « la grande œuvre sera celle de Jules Ferry » parce que c'est pas le bon vieux Littré qui avait 30 ans de plus que Jules Ferry qui fera ce travail-là, alors que Littré a été initié le même jour. Et justement, c'est ça qui est intéressant aussi. Il y a 3 hommes qui ont été initiés le même jour dans la même loge, c'est Jules Ferry, Émile Littré et Virouboeuf, et tous 3 étaient positivistes. C'est donc bien l'intégration du courant positiviste qui a considérablement marqué le 19e siècle qui, en fait, accède au pouvoir. Vous pouvez décrire pour nos téléspectateurs qui ne seraient pas très au fait de ce que c'est justement le positivisme? Alors, le positivisme est une philosophie fondée par Auguste Comte, qui est mort en 1850, qui pose qu'en gros, la société humaine connaît 3 âges. Pour simplifier, je n'emploierai pas les termes consacrés parce que c'est un peu compliqué, mais en gros, il y a l'âge de la religion de base où l'homme est complètement soumis à la religion. Ensuite, il y a une phase où l'homme se libère un peu de la religion, mais il en tient encore compte. Et puis, finalement, la 3e phase, c'est il crée sa propre religion en étant lui-même libéré de toute contrainte. Et c'est l'ère de la liberté totale de l'homme et d'une organisation sociale qui permet à chacun de s'exprimer. Néanmoins, ça c'est la vision, je dirais, très positive du positivisme, parce que dans la réalité, il y a aussi une appréciation économique qui demande aux hommes d'accepter des situations assez difficiles sur le plan social, parce que le développement économique fera que demain ça ira mieux, mais que pour l'instant il faut patienter. Et ça, il y a une influence protestante un peu aussi, qu'on retrouve chez Jules Ferry Non, il y a surtout une influence extrêmement libérale, c'est le milieu des affaires, c'est le courant saint-simonien, puisque Auguste Comte a été quand même le secrétaire de Saint-Simon. Le courant saint-simonien a énormément marqué le 19e siècle aussi. Ça a été, il a soutenu le développement des affaires, la création de l'industrie. Il a été très positif pour les révolutions industrielles qui ont eu lieu, mais ça a été fait aussi au détriment d'une action sociale qu'on peut mesurer tout au long du 19e siècle avec des événements marquants comme la révolte des Canuts, les grèves d'Anzin, de Casseville. Le 19e siècle a été absolument épouvantable pour la classe ouvrière et assez épouvantable pour les femmes aussi. Ce qui est assez amusant d'ailleurs parce qu'aujourd'hui le courant féministe se positionne à gauche en disant c'est à cause de la droite que les femmes ont été malheureuses, mais en fait c'est la gauche du 19e siècle qui a ramené la femme à un sous-citoyen, alors que jusqu'à la Révolution, elle était considérée de manière totalement égale aux hommes. Lui-même, Jules Ferry, a des mots assez durs contre Alors, Jules Ferry est dans son siècle, c'est-à-dire qu'à un moment, il écrit à son frère Charles
il lui écrivait beaucoup, ça se faisait beaucoup à l'époque. Il lui dit, quand il est à Athènes, il est ambassadeur à Athènes, et il lui dit, je t'accorde que la femme est un accessoire indispensable, des choses de genre. Quand il rompt avec sa maîtresse du moment, qu'on appelait la blonde de la rue Saint-Georges, il ne se déplace pas pour le... Il envoie son frère. Il envoie son frère négocier un dédommagement, parce qu'il ne se déplace pas, c'est pas son truc, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Par contre, c'est quand il noue une liaison avec Blandine Olivier, la femme d'Émile Olivier, qui est un personnage important aussi du XIXe siècle. Et quand il courtise Eugénie Rissler, qui va devenir son épouse tout à fait officielle, bon, il ne rompt pas tout de suite avec sa maîtresse du moment, parce qu'il attend que Eugénie Rissler se décide, elle hésite beaucoup, et elle finit par dire oui. D'ailleurs, ça sera un mariage sur nuage, une très belle association à la fois sentimentale et politique. Et financière également. Financière, effectivement, puisqu'il écrit à son frère en disant maintenant, nous faisons partie des sous-entendus jeux, nous faisons partie de ceux qui possèdent. Alors qu'il était déjà d'extraction extrêmement bourgeoise, mais là, il change complètement de milieu. Il rentre dans ce qu'on appelait à l'époque l'aristocratie républicaine, c'est-à-dire la très haute bourgeoisie bancaire et industrielle. Vous évoquez aussi, ça c'est tout le long du livre, vous évoquez ces rapports avec Gambetta, qui sont parfois amicaux, parfois conflictuels, enfin toujours conflictuels, mais aussi un peu amicaux peut-être. Ils sont beaucoup plus amicaux que conflictuels. En fait, ils ont le même positionnement politique, à ceci près que Gambetta avec Rubon, compte tenu de ses qualités de tribun, d'avoir un discours beaucoup plus à gauche, ce qui va lui attirer beaucoup de succès, mais aussi des ennuis, parce que ceux qui l'auront suivi dès le départ lui reprocheront une évolution qu'en fait il n'aura jamais eu. Simplement, c'était un discours, si vous voulez. Sur le plan politique, encore une fois, ils ont les mêmes idées. Et d'ailleurs, beaucoup des proches de Gambetta, à la mort de Gambetta, en 1882, passeront chez Jules Ferry, parce que Jules Ferry a la dimension pour ça, et parce que Jules Ferry et Gambetta sont extrêmement proches. Ils ont une concurrence personnelle, parce qu'ils sont deux personnalités différentes. Jules Ferry est froid, calculateur. Ça n'est pas un orateur né. Il a appris des cours de diction d'ailleurs, alors que Gambetta est un tribun né. En fait, mais ils s'apprécient beaucoup et ils se rendent aussi beaucoup service. Ils sont à la courte échelle de temps en temps sur le plan politique. Et alors, il y a un autre aspect qu'on a plus évoqué ces dernières années quand même, mais qui n'est pas toujours très connu, c'est le colonialisme et Jules Ferry. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ce rapport au colonialisme? Parce que c'est un fervent défenseur, finalement. Beaucoup de choses. En fait, si vous voulez, ça rejoint d'ailleurs la situation d'aujourd'hui avec la mondialisation. Je crois qu'entre la colonisation de l'époque et la mondialisation d'aujourd'hui, il n'y a pas énormément de différences, sinon des différences de forme. Jules Ferry n'a pas voulu la colonisation au départ parce qu'il était très concentré sur son projet scolaire. C'était vraiment sa grande mission, il se l'était donné, on la lui a validée et il ne s'est intéressé à la colonisation que à la mort de Gambetta, ou un petit peu avant, mais très peu, parce que c'est Gambetta qui a lancé l'idée de la colonisation. Il a dit ce serait folie que de vouloir reprendre l'Alsace-Lorraine aujourd'hui. Nous n'en avons pas les moyens. Essayons par la colonisation de reconstituer des forces qui nous serviront peut-être plus tard. Et son expression, c'est nous verrons après. Mais pour l'instant, reconstituons nos forces, prenons des possessions parce qu'aujourd'hui, il y a des territoires à prendre, des populations aussi à mettre à notre service. Il y a eu... Alors, Jules Ferry est entraîné dans la colonisation par l'affaire tunisienne, c'est-à-dire le fait que l'Angleterre et l'Allemagne poussent Jules Ferry, poussent la France en général d'ailleurs. Ça commence avant la prise de pouvoir par Jules Ferry, au moment où Waddington, républicain, est président du Conseil. Mais Waddington hésite parce que ça met évidemment l'Italie en conflit avec la France. Et puis, il y a cette idée que les républicains ne veulent pas de nouveau risquer une aventure extérieure et ne s'intéressent
qu'aux affaires intérieures de la France pour la reconstruire après la défaite. Et finalement, l'Angleterre et l'Allemagne poussent tellement la France à prendre possession de la Tunisie qu'il le fait. Et d'ailleurs, à cette occasion-là, on voit un aspect aussi intéressant de Jules Ferry, c'est que avec son frère, avec Paul Cambon, bien connu puisqu'il a une rue à Paris, mais qui a été son collaborateur très proche, et puis avec la complicité aussi de Chalmel-Lacour, qui était le ministre des Affaires étrangères. Bon, il profite aussi de l'occasion pour quelques enrichissements, et ça sera d'ailleurs l'un des sujets de Bellamy dans le roman de Maupassant. Maupassant prend le Maroc comme cadre, mais enfin, personne n'est dupe, si vous voulez, du transfert de cadre. Et à un moment, il fait dire à Walter, à son amant, ils ont même roulé les Rothschild. Ce qui est quand même assez amusant. Et ça, c'est aussi quelque chose qui sera beaucoup reproché par certains, notamment par des radicaux ou des monarchistes à Jules Ferry, mais personne n'aura de preuves, même Clémenceau n'en trouvera pas, et donc ça se passera bien, il résistera tout à fait, mais c'est assez amusant de voir aussi cet aspect, et il ne perd pas une occasion quand même de conforter sa fortune. Merci beaucoup, Éric Froment. C'est avec plaisir. Je répète, c'est Jules Ferry, cet inconnu, aux éditions L'Harmattan.